J'ai soigné un alien blessé. Ce qu'il m'a dit sur 3i Atlas va te glacer le sang. 27 octobre 2025, 23h47, hôpital universitaire de Genève, Suisse. Je m'appelle Dr Claire Montfort. J'ai 42 ans. 15 ans de chirurgie d'urgence. J'ai vu des accidents de voiture, des blessures par balle, des brûlures au 3e degré. Je pensais avoir tout vu. Cette nuit-là, j'ai compris à quel point je me trompais. Il pleuvait des cordes. Un orage d'automne typique de Genève, avec des éclairs qui illuminaient le lac Léman toutes les 30 secondes. J'étais dans mon bureau, finissant les rapports d'une journée épuisante. 3 chirurgies majeures, dont un jeune motard que j'avais réussi à sauver de justesse. J'étais épuisé, je rêvais de mon lit. C'est à ce moment-là que mon beeper a explosé. Code rouge, urgence absolue, salle d'opération 7, la salle isolée, celle qu'on utilise pour les cas infectieux ou dangereux. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qui nécessitait la salle 7 à cette heure? J'ai couru dans les couloirs, ma blouse claquant derrière moi. En arrivant au bloc opératoire, j'ai vu quelque chose d'inhabituel. 4 hommes en costume noir gardaient l'entrée. Pas des agents de sécurité de l'hôpital, quelque chose de militaire, de gouvernemental. Leurs oreillettes, leurs regards froids, leurs mains près de leurs armes. Docteur Montfort, l'un d'eux s'est avancé. Accent américain, peut-être 50 ans, cicatrice sur la joue droite. Vous êtes la chirurgienne de garde? Oui, qui êtes-vous? C'est quoi cette urgence? Vous allez opérer quelqu'un de très important. Et docteur Montfort? Il s'est approché, son visage à quelques centimètres du mien. Si vous parlez de ce que vous allez voir cette nuit, à qui que ce soit, votre famille, vos collègues, vos amis, vous ne reverrez jamais le soleil. Est-ce clair? Mon sang s'est glacé. Mais je suis médecin. Mon serment d'Hippocrate passe avant tout. Si quelqu'un a besoin de chirurgie, je vais opérer. Maintenant, laissez-moi passer. Ils m'ont escorté à l'intérieur. La salle d'opération était déjà préparée. Mon équipe habituelle n'était pas là. À la place, 3 infirmières que je n'avais jamais vues, toutes surveillées par 2 autres hommes en noir. L'atmosphère était lourde, tendue, presque oppressante. « Où est le patient ?» ai-je demandé en enfilant mes gants stériles. La porte latérale s'est ouverte, un brancard est entré, poussé par 2 médecins militaires en tenue de protection complète. Et sur ce brancard, mon cœur s'est arrêté. Ce n'était pas humain. La créature mesurait facilement 2,30 mètres. Sa peau était d'un gris translucide, presque phosphorescente sous les lumières du bloc. Son corps était disproportionné. Torse massif, membres longs et fins, doigts effilés avec 6 articulations chacun. Mais c'était son visage qui m'a pétrifié. Énorme, presque aussi large que son torse. Ses yeux immenses, noirs, profonds comme des puits sans fond, étaient fermés. Mais sous les paupières, je pouvais voir un mouvement rapide, comme s'il rêvait. « Qu'est-ce que... » j'ai balbutié. « Vous opérez, maintenant. » L'homme à la cicatrice a sorti son arme et l'a posée ostensiblement sur la table d'instruments. Le message était clair. Je me suis approché du brancard, mes jambes tremblant. L'être respirait, ou du moins quelque chose qui ressemblait à de la respiration. Son thorax se soulevait de manière irrégulière. Une blessure massive traversait son flanc gauche, comme si quelque chose l'avait transpercé. Le sang, si on peut appeler ça du sang, était d'un bleu électrique luminescent s'écoulant lentement. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» ai-je demandé, ma voix professionnelle reprenant le dessus. Peu importe ce que c'était un être vivant en train de mourir. Crash, il y a 3 heures, dans les Alpes, près de Zermatt. L'homme a rangé son arme. Il perd du sang. Ses signes vitaux se dégradent. Vous avez peut-être 2 heures avant qu'il ne meure. Si vous le sauvez, vous aurez rendu un service inestimable à votre pays. Si vous échouez... Il n'a pas fini sa phrase. Je me suis retourné vers les infirmières. Préparez-le. Je vais étudier cette blessure. Les 2 heures suivantes ont été les plus surréalistes de ma vie. J'ai pratiqué une chirurgie sur un être dont l'anatomie défiait tout ce que j'avais appris en faculté de médecine.
Ces organes internes n'avaient aucun sens, des structures que je ne reconnaissais pas, interconnectées par des fibres qui brillaient faiblement dans l'obscurité quand nous éteignions les lumières pour mieux les voir. Son sang contenait des cristaux métalliques microscopiques qui formaient des motifs géométriques parfaits. Quand j'ai prélevé un échantillon, les cristaux se sont réorganisés instantanément, comme s'ils étaient vivants. Et son cœur, si c'était bien un cœur, battait à un rythme complètement irrégulier, pas comme une arythmie, plutôt comme un code, comme si chaque battement suivait un schéma mathématique complexe. La blessure était profonde. Quelque chose avait perforé 3 de ses organes principaux. J'ai travaillé avec précision, utilisant mes techniques chirurgicales terrestres adaptées à cette anatomie extraterrestre. Suturer sa peau était presque impossible. Elle se régénérait automatiquement autour de mes sutures, les rendant obsolètes. J'ai dû utiliser une colle biologique avancée que les militaires m'ont fournie. À 2h34 du matin, 7 heures après le début de l'opération, ses signes vitaux se sont stabilisés. Son cœur a repris un rythme plus régulier. Sa respiration s'est apaisée. J'ai reculé, épuisé, couverte de ce sang bleu luminescent. Il va survivre. Mais il a besoin de repos et de surveillance constante pendant au moins 48 heures. L'homme à la cicatrice a hoché la tête. Bien joué, docteur Montfort. Vous avez fait votre part. Maintenant, oubliez tout ce que vous avez vu cette nuit. Comment pourrais-je oublier ça? Ai-je murmuré en fixant l'être sur la table d'opération. C'est à ce moment-là que ses yeux se sont ouverts. Ses immenses yeux noirs, qui semblaient contenir des galaxies entières. Et j'ai entendu une voix. Pas dans mes oreilles, dans ma tête. Merci, docteur Montfort, vous m'avez sauvé. Maintenant, je dois vous sauver. Abonnez-vous pour découvrir ce que l'alien va me révéler. Une nouvelle vidéo chaque jour. Commentez. Croyez-vous que nous sommes seuls dans l'univers? La voix dans ma tête m'a fait reculer si violemment que je me suis cogné contre le chariot d'instruments. Des scalpels et des pinces se sont éparpillés sur le sol avec un bruit métallique qui a fait sursauter tout le monde dans la salle. Les hommes en noir ont immédiatement sorti leurs armes, les pointant vers l'être sur la table. L'homme à la cicatrice a crié « Qu'est-ce qui se passe? Il fait quoi ?» L'alien n'avait pas bougé. Ses yeux immenses me fixaient et je sentais cette présence dans mon esprit, pas menaçante, plutôt curieuse. Douce, même. N'ayez pas peur. C'est simplement de la communication télépathique. Votre espèce n'a pas encore développé cette capacité naturellement. Il parle dans ma tête, ai-je balbutié, encore sous le choc. Impossible, a répondu l'homme à la cicatrice. Ces créatures ne communiquent pas. On a capturé 3 autres spécimens au fil des années. Aucun n'a jamais tenté de communiquer. Parce qu'ils étaient morts quand vous les avez trouvés. Je suis le premier survivant que vous avez récupéré. J'ai répété à voix haute ce que j'entendais. Les armes se sont levées plus haut. Docteur Montfort, éloignez-vous de la table. Maintenant. Mais je ne pouvais pas bouger. Cette voix dans ma tête était si humaine, si pleine d'émotion, de douleur, de gratitude, d'urgence. Écoutez-moi, Claire Montfort. Je n'ai pas beaucoup de temps. Mon corps est en train de mourir malgré vos efforts remarquables. Mon espèce ne survit pas longtemps dans votre atmosphère. J'ai peut-être 36 heures avant que mes systèmes ne s'arrêtent complètement. Et avant de mourir, je dois vous dire quelque chose d'absolument crucial. Quoi? Ai-je murmuré. 3I Atlas n'est pas une comète, ce nom. Je l'avais entendu aux informations ces dernières semaines. Une comète interstellaire découverte en juillet, qui traversait actuellement notre système solaire. Les astronomes étaient fascinés. C'était seulement le 3e objet interstellaire jamais détecté. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est un vaisseau Arche, un vaisseau de survie massif, transportant des millions d'entités en stase cryogénique. Il dérive dans l'espace depuis 7 milliards d'années terrestres, visitant système stellaire après système stellaire. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Pourquoi me dire ça? Parce que vous m'avez sauvé, et parce que vous êtes l'une des rares humaines qui me croira. J'ai scanné votre esprit pendant l'opération.
Pardonnez cette intrusion nécessaire. Vous avez perdu votre fille il y a 3 ans dans un accident de voiture. Depuis, vous cherchez des réponses sur le sens de la vie, sur ce qu'il y a au-delà de la mort. Vous êtes ouverte aux possibilités que d'autres rejettent. Des larmes ont soudainement brouillé ma vision. Ma fille, Emma, 8 ans, un chauffard ivre. Elle était partie instantanément. Cette blessure ne s'était jamais refermée. Comment osez-vous parler d'elle? Ma voix tremblait de colère et de chagrin, parce qu'elle est la raison pour laquelle vous devez m'écouter. Si 3i Atlas libère ce qu'elle transporte, chaque enfant sur cette planète mourra. Chaque mère, chaque père, chaque être vivant. Emma ne serait pas morte en vain si vous utilisez votre douleur pour sauver des millions d'autres enfants. L'homme à la cicatrice s'est approché. Docteur Montfort, de quoi parle-t-il? J'ai essuyé mes larmes et me suis retourné vers lui. Il dit que 3i Atlas, la comète qui traverse notre système solaire, n'est pas une comète, c'est un vaisseau extraterrestre. Un silence de mort s'est abattu dans la salle, puis l'homme a éclaté de rire. Un rire cynique, presque méprisant. Un vaisseau? Cette créature délire. Le trauma, probablement. Docteur Montfort, vous avez fait votre travail. Maintenant sortez. Je ne délire pas. Vous connaissez mon espèce sous le nom de Gris. Nous sommes des observateurs, une civilisation de biologistes et d'archivistes cosmiques. Notre rôle est de documenter et d'étudier les espèces émergentes dans la galaxie. Nous avons observé votre planète pendant des millénaires. Pourquoi ne pas nous avoir contactés officiellement? Parce que votre espèce est classée niveau 2 dans notre échelle de développement civilisationnel. Vous avez la technologie pour vous détruire, mais pas encore la sagesse pour l'éviter. Le contact officiel avec une espèce niveau 2 accélère généralement leur autodestruction. Nous observons, nous documentons, mais nous n'intervenons pas. Alors pourquoi intervenir maintenant? Parce que 3i Atlas change tout. Ce vaisseau ne discrimine pas entre espèces niveau 2 et niveau 10. Si vous n'agissez pas avant son périhélie dans 2 jours, le 29 octobre, vous n'aurez plus jamais l'opportunité d'atteindre le niveau 3. Les hommes en noir se consultaient maintenant, parlant dans leurs oreillettes. Des ordres étaient donnés, des protocoles activés. L'homme à la cicatrice s'est tourné vers moi. Docteur Montfort, nous allons transférer cette créature vers une installation sécurisée. Vous allez nous accompagner. Si ce qu'il dit a ne serait-ce qu'un gramme de vérité, nous devons le vérifier. Oui. Emmenez-moi à vos astronomes, à vos télescopes les plus puissants. Je peux vous montrer ce que 3i Atlas cache vraiment. En moins de 30 minutes, nous étions dans un hélicoptère militaire, traversant la nuit suisse en direction d'une base souterraine dont je n'avais jamais entendu parler. L'alien, il m'avait demandé de l'appeler Observateur 7, était stabilisé dans une capsule de transport médical spécial. Pendant le vol, il a continué à communiquer avec moi. Vous vous demandez pourquoi je me suis écrasé. Oui, j'étais en mission de reconnaissance près de 3i Atlas. Mon vaisseau, ce que vous appelez un ovni, utilisait des technologies de camouflage pour m'approcher sans être détecté par les systèmes de défense du vaisseau Arche. Mais quelque chose s'est mal passé. Les défenses automatiques de 3i Atlas se sont activées 3 semaines avant le calendrier prévu. Elles ont détruit mon vaisseau. J'ai réussi à éjecter dans une capsule de sauvetage, mais l'impact sur Terre a presque été fatal. Pourquoi les défenses se sont activées en avance? Parce que 3i Atlas a détecté vos transmissions radio et vos émissions électromagnétiques. Votre civilisation est bruyante, technologiquement parlant. Le vaisseau a compris qu'une espèce intelligente habitait cette planète, et il a accéléré son protocole de réveil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons encore moins de temps que je le pensais. L'hélicoptère a commencé à descendre vers ce qui ressemblait à une montagne suisse normale. Puis une section entière de la montagne s'est ouverte, révélant un hangar souterrain massif, illuminé de lumière blanche éblouissante. Nous venions d'entrer dans un monde dont je ne soupçonnais pas l'existence, un monde où les gouvernements savaient depuis longtemps que nous n'étions pas seuls. Et maintenant, j'en faisais partie. Abonnez-vous, absolument.
Demain, je vous révèle ce que nous avons découvert en étudiant 3i Atlas de près. Commentez. Pensez-vous que les gouvernements nous cachent la vérité sur les extraterrestres? La base souterraine était gigantesque. Des kilomètres de couloirs creusés dans la roche, des laboratoires ultra-modernes, des salles de confinement et au centre, un observatoire astronomique complet, enterré sous 500 mètres de granit suisse. Bienvenue au complexe Oméga, a annoncé l'homme à la cicatrice alors que nous entrions dans l'ascenseur principal. Officiellement, nous n'existons pas. Officieusement, nous sommes la première ligne de défense contre les menaces extraterrestres. Observateur 7 était transporté dans une unité médicale séparée, mais sa voix résonnait toujours clairement dans mon esprit. Docteur Montfort, restez concentré. Ils vont essayer de vous écarter pour m'interroger seul. Ne les laissez pas faire. J'ai besoin que vous soyez mon témoin, mon avocat. Sans vous, ils me traiteront comme un spécimen de laboratoire. Pourquoi moi, ai-je pensé, sachant qu'il captait mes pensées. Parce que vous avez quelque chose que ces militaires et scientifiques ont perdu, de l'empathie, et c'est exactement ce dont votre espèce aura besoin dans les heures qui viennent. Nous sommes arrivés dans une salle de conférence circulaire. Une douzaine de personnes nous attendaient, des généraux, des scientifiques civils, des agents de renseignement. Au fond de la salle, sur un écran géant, une image de 3i Atlas capturée par un télescope spatial. Une femme d'une 60aine d'années s'est avancée, cheveux gris tirés en arrière, lunettes rectangulaires, blouse de scientifique. « Docteur Montfort, je suis la professeure Sarah Chen, directrice scientifique du complexe Oméga. On m'a dit que vous avez sauvé la vie d'un observateur. » Un observateur, c'est ainsi que leur espèce se définit. Nous en avons récupéré 7 cadavres au fil des décennies. Vous êtes la première à en sauver un vivant. Elle a pointé l'écran. Maintenant, cette créature prétend que cette comète est un vaisseau extraterrestre. Nous devons vérifier cette affirmation. Observateur 7 a été amené dans la salle, toujours dans sa capsule médicale. Ses immenses yeux noirs ont balayé l'assemblée. Professeur Chen, vous avez publié un article remarquable en 2019 sur la composition chimique de 2I Borisov, la deuxième comète interstellaire jamais découverte. Vous avez noté des anomalies dans son spectre d'émission que vous n'avez pas pu expliquer avec la chimie connue. J'ai traduit ces mots télépathiques à voix haute. Les yeux de la professeure se sont écarquillés. Comment sait-il ça? Cet article n'a jamais été largement diffusé, parce que nous lisons tout ce que votre espèce publie. 2I Borisov était également un vaisseau, mais beaucoup plus petit, un simple cargo de transport. 3i Atlas est différent. C'est un vaisseau arche, 50 fois plus grand. La professeure Chen s'est approchée du terminal. Montrez-moi, prouvez-le. Dirigez vos télescopes vers la section nord-ouest de la coma. Le nuage de gaz entourant le noyau supposé de la comète. Utilisez un filtre infrarouge à longueur d'onde 3,4 microns. Vous verrez quelque chose que vous avez manqué. Les doigts de la professeure volaient sur le clavier. Sur l'écran, l'image de 3i Atlas a changé, les filtres s'ajustant selon les instructions d'Observateur 7. Et puis, nous l'avons vu, des structures géométriques parfaites cachées dans le nuage de gaz et de poussière. Des rectangles, des hexagones, des lignes droites sur des centaines de kilomètres. La nature ne crée pas des lignes droites. Mon Dieu, a murmuré la professeure Chen, ce sont des panneaux solaires, des collecteurs d'énergie, précisément. Le vaisseau utilise son passage près du Soleil pour recharger ses systèmes. Chaque fois qu'il traverse un système stellaire habité par une étoile, il absorbe de l'énergie, et cette énergie active ses protocoles de réveil. Un général s'est levé, un homme massif avec des décorations militaires couvrant sa poitrine. Protocole de réveil? Qu'est-ce qui se réveille exactement? Les passagers. 3i Atlas transporte approximativement 4,7 millions d'entités biologiques en stase cryogénique. Des réfugiés de 23 civilisations différentes, dont les planètes ont été détruites par des guerres, des cataclysmes cosmiques ou des extinctions de masse.
Ce vaisseau dérive depuis 7 milliards de vos années terrestres, cherchant des planètes habitables, où ses passagers peuvent se réveiller et recommencer. Attendez, j'ai interrompu. Vous dites que ce vaisseau transporte des réfugiés, des survivants cherchant un nouveau foyer? Alors pourquoi dites-vous que c'est une menace? Ne pourrions-nous pas les accueillir? Un silence lourd s'est installé. Même les militaires semblaient mal à l'aise. C'est la partie que vous ne comprendrez pas immédiatement, docteur Montfort. Laissez-moi vous expliquer. Sur l'écran, l'image a été remplacée par une simulation holographique qu'Observateur 7 projetait directement depuis sa capsule médicale. Une technologie que je ne comprenais pas. L'hologramme montrait 3i Atlas, un vaisseau colossal de forme cylindrique, long de 60 km et large de 20. Sa surface était couverte de cratères d'impact, les cicatrices de 7 milliards d'années de voyage à travers les débris spatiaux interstellaires. Quand ce vaisseau a été lancé, il y a des éons, ses constructeurs, une civilisation que nous appelons les architectes primordiaux, avaient une intention noble: sauver les espèces en voie d'extinction en leur offrant refuge et transport vers de nouveaux mondes. Mais 7 milliards d'années, c'est une durée incompréhensible. Les systèmes du vaisseau ont subi des corruptions, des mutations, des erreurs de programmation accumulées. L'hologramme a zoomé sur l'intérieur du vaisseau, révélant des millions de capsules cryogéniques alignées en rangées infinies. Parmi les 4,7 millions d'entités en stase, environ 80% sont effectivement des réfugiés pacifiques, des scientifiques, des familles, des enfants, des artistes, les restes de civilisations mourantes. Mais les 20% restants, l'hologramme a mis en surbrillance certaines sections du vaisseau colorées en rouge sang. Ce sont des prédateurs, des guerriers. Des espèces qui ont été placées en stase, non pas pour être sauvées, mais pour être contenues. Les architectes avaient capturé les espèces les plus dangereuses de leur époque, incapables de les exterminer moralement, mais refusant de les laisser libres. Ils les ont enfermés dans 3i Atlas, pensant que le vaisseau errerait éternellement dans l'espace vide, ne trouvant jamais de planète habitable. Mais maintenant, il en a trouvé une, j'ai murmuré. La Terre. Exactement. Et voici le problème catastrophique. Les protocoles de réveil ne font pas de distinction entre passagers pacifiques et passagers dangereux. Quand le vaisseau détecte une planète habitable, avec une atmosphère oxygénée et une biosphère active, il réveille tout le monde, les bons et les monstres. La professeure Chen avait les mains tremblantes. Combien de temps avant le réveil complet? Le vaisseau atteindra son périhélie, le point le plus proche du Soleil, le 29 octobre à 11h15 UTC. À ce moment-là, ces systèmes auront absorbé suffisamment d'énergie solaire pour initier le réveil. Le processus prendra 14 jours terrestres. Le 12 novembre, les premières entités sortiront de stase. Le 19 novembre, toutes seront réveillées. Et le 20 novembre... Quoi? Que se passe-t-il le 20 novembre? Le protocole de terraformation commence. Le vaisseau libère des nuées de nanomachines biologiques qui transforment l'atmosphère, la chimie de l'eau et la structure du sol pour les rendre compatibles avec les espèces à bord. Ce processus prend 6 mois et il est fatal pour 98% des formes de vie terrestres existantes. Le général a frappé la table du poing. Vous êtes en train de me dire qu'en décembre, cette planète commencera à être terraformée pour des aliens, que l'humanité sera exterminée? Pas intentionnellement. Votre extermination serait un effet secondaire regrettable. Le vaisseau ne vous considère pas comme une menace ou un objectif. Vous êtes simplement dans le chemin. J'ai senti la nausée monter. Il doit y avoir un moyen d'arrêter ça, de communiquer avec le vaisseau, de lui expliquer que cette planète est déjà habitée. Nous avons essayé. Mon espèce a envoyé 17 missions vers 3i Atlas au cours des 6 derniers mois terrestres. Aucune n'est revenue. Le vaisseau est en mode automatique depuis des millions d'années. Ces systèmes d'intelligence artificielle sont trop anciens, trop corrompus pour comprendre la négociation. Ils ne répondent qu'à des protocoles binaires. Planète habitable détectée, de te initier réveil et terraformation. Alors on le détruit, a déclaré le général. Tous les missiles nucléaires de toutes les nations. On frappe ce vaisseau avant qu'il n'atteigne le périhélie.
Impossible. Sa coque est faite d'un alliage neutronium, matière de cœur d'étoile à neutrons comprimés. Vos armes nucléaires ne feraient que réchauffer légèrement sa surface. Vous auriez besoin d'une détonation équivalente à une supernova pour le détruire. Le silence dans la salle était assourdissant. Tous les visages reflétaient la même terreur croissante. « Alors, nous sommes condamnés », ai-je murmuré. « Non, il existe une solution. Mais elle nécessite quelque chose que votre espèce a rarement démontré, une coopération mondiale totale. Abonnez-vous pour découvrir la solution. Le temps presse. Commentez. Que feriez-vous à notre place ? Observateur 7 a demandé qu'on le transfère vers la salle de commande principale du complexe Oméga. Malgré ses blessures, il insistait pour superviser personnellement la présentation de son plan. La salle de commande était impressionnante. Des écrans muraux affichant des données en temps réel de dizaines de télescopes et satellites du monde entier. Au centre, une table holographique projeta une simulation en 3D du système solaire intérieur. 3i Atlas était là, représenté comme un point rouge se déplaçant à une vitesse vertigineuse vers son périhélie. Les orbites de Mars, Terre, Vénus et Mercure étaient tracées en lignes lumineuses. La professeure Chen, le général Hawkins, j'avais finalement appris son nom, et une douzaine d'autres experts se tenaient autour de la table. J'étais là aussi, me sentant complètement dépassé mais incapable de partir. Observateur 7 avait insisté pour que je reste. Votre perspective humaine est essentielle, docteur Montfort. Vous voyez les choses que les militaires et scientifiques ratent. Voici la situation, commença Observateur 7, sa voix télépathique maintenant transmise à toute l'assemblée via un dispositif technologique extraterrestre qu'ils avaient connecté à sa capsule. Tous pouvaient maintenant l'entendre dans leur tête. 3i Atlas atteindra son périhélie dans 41 heures exactement. À ce moment, ces panneaux d'absorption d'énergie auront collecté 4,7 pétawatts d'énergie solaire, suffisant pour initier le réveil. Pétawatts ? J'ai murmuré à la professeure Chen. 1 million de milliards de watts, elle a répondu, l'équivalent de toutes les centrales électriques de la Terre, fonctionnant simultanément pendant 3 mois. Exactement. Cette énergie sera stockée dans les batteries organiques du vaisseau. Une fois le périhélie passé, le processus de réveil devient irréversible. Mais pendant les 8 heures précédant le périhélie, il existe une fenêtre d'opportunité. La simulation holographique s'anima. Un faisceau rouge apparut, partant de la Terre vers 3i Atlas. Si vous pouvez générer une impulsion électromagnétique, un EMP, suffisamment puissante, et la diriger précisément vers la section de contrôle énergétique du vaisseau, vous pouvez court-circuiter les systèmes d'absorption. Sans cette charge énergétique complète, le réveil ne s'initiera pas. Le général Hawkins fronça les sourcils. Combien puissante doit être cette impulsion ? Au minimum, 847 terawatts concentrés sur une zone de 3 km², pendant au moins 90 secondes continues. La professeure Chen secoua la tête. C'est impossible. Nos EMP militaires les plus puissants génèrent quelques dizaines de terawatts, tout au plus, et ils ne peuvent pas être focalisés avec cette précision sur une cible à 270 millions de kilomètres. C'est pourquoi vous ne pouvez pas le faire seul. Vous aurez besoin de chaque nation possédant une technologie EMP avancée. États-Unis, Russie, Chine, Union européenne, Inde. Chacun doit tirer simultanément, depuis différents satellites et installations terrestres, tous les faisceaux convergeant vers le même point exact au même moment. Vous parlez de coordonner les plus grandes puissances mondiales, dont plusieurs sont techniquement en conflit, pour une opération conjointe basée sur les affirmations d'un extraterrestre blessé, dit un homme en costume que je reconnus comme un conseiller politique américain. C'est complètement irréaliste. Alors votre espèce mourra réaliste. Votre choix. Un silence inconfortable s'installa. Il y a un autre problème, intervint la professeure Chen. Même si nous réussissions à coordonner cette frappe EMP et à désactiver les systèmes d'absorption de 3i Atlas, que se passe-t-il avec le vaisseau lui-même ?
Il continuera sa route à travers notre système solaire. Ne reviendra-t-il pas lors d'un futur passage? Non. Sans charge énergétique complète, ces systèmes de navigation entreront en mode hibernation profonde. Il quittera votre système solaire et n'en détectera plus les signaux vitaux. Dans son état de mémoire corrompu, il oubliera essentiellement votre planète. Il faudrait des centaines de milliers d'années avant qu'il ne revienne, si jamais il le fait. Et les 4,7 millions d'êtres en stase à bord? J'ai demandé, ma voix tremblante. Les réfugiés pacifiques, les familles, les enfants. Nous les condamnons à rester gelés éternellement, observateur 7, a tourné ses yeux immenses vers moi. Vous venez de soulever le dilemme moral que votre espèce devra affronter. Oui, en empêchant leur réveil, vous les condamnez. Mais en les laissant se réveiller, vous vous condamnez ainsi que toute la vie sur Terre. C'est un choix terrible. Mais c'est un choix que vous devez faire. Les larmes coulaient sur mes joues. Comment pouvons-nous choisir qui vit et qui meurt? Docteur Montfort, dit doucement le général Hawkins, nous faisons ces choix tous les jours dans les guerres. Nous priorisons nos citoyens au détriment d'étrangers. Ce n'est pas différent. Si, c'est complètement différent. Ces entités n'ont rien fait de mal. Elles sont victimes, comme nous. Docteur Montfort a raison, dit Observateur 7. C'est pourquoi je vous propose une alternative. Après avoir désactivé les systèmes d'absorption, vous pourriez, si vous le décidez, tenter de modifier le protocole de terraformation avant que le vaisseau ne quitte votre système. Comment? Demanda la professeure Chen. En envoyant une équipe à bord. Une équipe composée d'humains et de membres de mon espèce. Nous pourrions accéder aux ordinateurs centraux du vaisseau et reprogrammer ses protocoles. Au lieu de terraformer toute la planète, nous pourrions le limiter à une zone désignée, un continent inhabité, une île, une région que vous choisiriez de sacrifier. L'Antarctique, suggéra quelqu'un. Il est déjà inhabité, possible, ou une des lunes de Jupiter ou Saturne. Le vaisseau pourrait être redirigé vers Europe ou Titan, des lunes avec des océans sous-glacés qui pourraient être terraformés sans affecter la Terre. L'espoir illumina plusieurs visages dans la salle. Mais il y a un problème, continua Observateur 7. Cette mission à bord de 3I Atlas nécessiterait que le vaisseau soit stable, non défendu. Actuellement, ces systèmes de sécurité automatique détruisent tout ce qui approche. C'est ce qui a détruit mon vaisseau. Pour pouvoir envoyer une équipe, vous devez d'abord neutraliser ses défenses. Et le seul moyen de le faire est l'EMP. Donc nous devons réussir l'EMP d'abord, résuma le général. Ensuite seulement, nous pouvons tenter de sauver les réfugiés. Précisément, 2 missions. La première, dans 41 heures, l'EMP coordonnée mondiale. La seconde, si la première réussit, une équipe monte à bord de 3I Atlas et reprogramme ses protocoles. Qui ferait partie de cette équipe? Demandai-je. Astronautes, ingénieurs, linguistes, xénologues, biologistes et des médecins, au cas où nous rencontrons des survivants réveillés prématurément, ou si des membres de l'équipe sont blessés. Son regard noir intense me fixa. Je sais que vous pensez à vous porter volontaire, docteur Montfort. Ne le faites pas. Vos chances de survie seraient inférieures à 12%. Mais j'y pensais déjà. Ma fille était morte. Mon mariage s'était effondré. Mon travail était tout ce qui me restait. Sauver des vies. Si je pouvais sauver 4,7 millions de vies en risquant la mienne, ne serait-ce pas le plus beau cadeau que je pourrais faire à la mémoire d'Emma? Je me porte volontaire, j'ai dit clairement. Docteur Montfort, non, commença la professeure Chen. Elle a raison, interrompit le général Hawkins. Nous aurons besoin de médecins, et elle a déjà prouvé qu'elle peut travailler sous pression extrême en sauvant Observateur 7. Votre courage vous honore, dit Observateur 7. Mais d'abord, concentrez-vous sur la mission première, l'EMP. Sans son succès, il n'y aura pas de mission seconde. Il n'y aura même plus d'espèces humaines. Le général Hawkins se tourna vers ses conseillers. Combien de temps pour coordonner une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU? Au moins 12 heures, monsieur. Faites-le en 6. Utilisez les canaux d'urgence. Protocole Alpha 0. Menace d'extinction planétaire confirmée.
Alors que les officiels se dispersaient pour passer des appels cryptés au gouvernement du monde entier, je suis resté près d'Observateur 7. « Pourquoi m'avez-vous vraiment choisi ?» ai-je murmuré. « Parce que vous avez perdu ce que vous aviez de plus précieux et vous avez survécu. Ce genre de force sera nécessaire pour ce qui vient. Et parce que il s'est arrêté, comme s'il hésitait. Parce que quoi ? Parce que ma propre fille est à bord de 3i Atlas, en stase depuis 4000 années terrestres. Elle avait 8 ans quand ma planète a été détruite. Je l'ai mise en sécurité dans ce vaisseau, pensant que c'était sa seule chance de survie. Et maintenant, pour sauver votre espèce, je dois peut-être la condamner à ne jamais se réveiller. Je me suis effondré à genoux, sanglotant. Nous étions pareils, lui et moi. 2 parents brisés, essayant désespérément de donner un sens à nos pertes. Nous la sauverons, j'ai promis. Votre fille et tous les innocents à bord, je vous le jure. Abonnez-vous. Dans 24 heures, l'EMP sera tiré. Le destin de l'humanité se jouera. Commentez. Vous porteriez-vous volontaire pour une mission suicide? 29 octobre 2025, 09h15 UTC. Moins de 2 heures avant le périhélie. Les 36 heures précédentes avaient été les plus intenses de l'histoire humaine moderne. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'était réuni en session d'urgence. Observateur 7 avait témoigné via transmission vidéo sécurisée. Les preuves, les structures géométriques dans 3i Atlas, les analyses spectrales, les simulations, étaient indéniables. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, toutes les grandes puissances s'étaient unies face à une menace commune. Les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Union européenne, l'Inde, le Japon, tous avaient mobilisé leurs technologies EMP les plus avancées. 23 satellites militaires avaient été repositionnés en orbite. 14 installations terrestres, des fermes d'antennes phase array massives, étaient maintenant orientées vers un point précis dans le ciel. Et au centre de coordination, dans le complexe Oméga, je me tenais aux côtés d'Observateur 7, de la professeure Chen et du général Hawkins. Sur l'écran géant, un compte à rebours. 01.4723. Tous les systèmes sont en ligne, annonça un technicien. Synchronisation confirmée à 0,03 secondes près. Nous sommes go pour le tir. 3i Atlas était maintenant visible à l'œil nu depuis la Terre, un point brillant dans le ciel, se déplaçant rapidement à travers la constellation du Sagittaire. Les médias du monde entier rapportaient la comète spectaculaire, ignorant totalement qu'ils observaient peut-être les dernières heures avant l'extinction de l'humanité. L'équipe d'assaut est-elle prête ? Demanda Observateur 7. En attente à la Station spatiale internationale, confirma le général. Si l'EMP réussit, ils lanceront dans les 40 minutes suivantes. J'étais officiellement membre de cette équipe d'assaut. 6 astronautes, 3 ingénieurs, 2 biologistes et moi. Observateur 7 viendrait aussi, malgré ses blessures. Nous avions besoin de son expertise pour naviguer dans le vaisseau extraterrestre. Docteur Montfort, dit la professeure Chen en me touchant l'épaule, vous êtes sûr de vouloir faire ça? Même si l'EMP réussit, monter à bord de ce vaisseau est, suicidaire? Je sais. J'ai souri faiblement. Mais quelqu'un doit le faire, et je suis la seule médecin qui a déjà soigné une forme de vie extraterrestre. Si nous rencontrons des entités réveillées prématurément, j'aurai peut-être une chance de les aider. Ou du moins de ne pas les tuer accidentellement par ignorance de leur biologie. 01-12-04. Mon téléphone vibra. Un message de ma sœur, Catherine, à Paris. Les infos parlent d'une comète incroyable visible ce soir. Tu la verras de Genève? J'aimerais qu'Emma puisse voir ça avec nous. Je t'aime, Claire. Les larmes me piquaient les yeux. Catherine ne savait pas. Personne ne savait, sauf quelques centaines de personnes dans les gouvernements mondiaux. Le secret le mieux gardé de l'histoire humaine. Si nous échouions dans les 2 prochaines heures, Catherine ne saurait jamais pourquoi le monde commencerait à mourir en novembre. Ne pensez pas au désastre. Pensez au succès, dit doucement Observateur 7 dans mon esprit. Vous êtes terrifié, n'est-ce pas? Ai-je murmuré. Absolument. Terrifié pour votre espèce. Terrifié pour ma fille.
terrifiés que même si nous réussissons aujourd'hui, nous échouions demain lors de la mission seconde. Si nous échouons lors de la mission seconde, au moins l'humanité survivra. Oui, mais au prix de 4,7 millions de vies innocentes, condamnées à une stase éternelle. Ce poids, docteur Montfort, vous et moi le porterons toute notre vie. 000BO.4731. Général Hawkins, appela un technicien, nous recevons des rapports que plusieurs télescopes amateurs ont détecté les structures dans 3I Atlas. Les forums d'astronomie commencent à spéculer. Combien de temps avant que ça devienne viral? Contenez ce que vous pouvez, ordonna Hawkins. Mais dans quelques heures, soit nous aurons réussi et pourrons révéler la vérité, soit nous aurons échoué et ça n'aura plus d'importance. 003108. La tension dans la salle était palpable. Chaque personne savait qu'elle participait à un moment historique, le moment où l'humanité affrontait sa première véritable menace extraterrestre. Et nous le faisions unis, pour la première fois depuis, peut-être jamais. C'est ironique, pensa Observateur 7. Il a fallu une menace alien pour unir votre espèce. Peut-être qu'après aujourd'hui, vous réaliserez que vos divisions, nationalités, religions, races, sont futiles face à l'immensité du cosmos. Vous croyez vraiment que nous resterons unis après ça? Probablement pas. Votre espèce est jeune, tribale. Mais peut-être que quelques-uns d'entre vous se souviendront et enseigner à la génération suivante. Le changement civilisationnel prend du temps. 00Jo1522. Toutes les stations confirment verrouillage final sur la cible, annonça le technicien en chef. Paramètres de tir optimaux dans 14 minutes. Sur les écrans secondaires, je pouvais voir les salles de contrôle du monde entier. Moscou, Beijing, New Delhi, Houston, Paris. Des visages tendus, des mains serrées, tous attendant le même moment. 000847. Docteur Montfort, l'équipe d'assaut embarque maintenant dans la navette, dit une voix dans mon oreillette. Si le tir réussit, vous décollerez immédiatement pour rejoindre 3I Atlas. Êtes-vous prête? J'ai regardé Observateur 7. Lui aussi quittait le complexe Oméga pour rejoindre l'équipe. Sa capsule médicale était déjà en route vers le pas de tir. Je suis prête. 00BOZOS0400. Le général Hawkins prit la parole. Sa voix transmise simultanément à toutes les stations de tir. Mesdames et messieurs, au nom de l'espèce humaine, je vous remercie pour votre service aujourd'hui. Quoi qu'il arrive dans les prochaines minutes, souvenez-vous que nous l'avons fait ensemble, que Dieu ou les dieux ou l'univers lui-même nous protège. 0002. 0. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine respirer. Sur l'écran principal, 3I Atlas brillait, inconscient de ce qu'il attendait. 00010. Séquence de tir initiée. 000030. Tous les systèmes verts. 00010. 9, 8, 7. Je fermais les yeux, pensant à Emma. Regarde, ma chérie, maman essaie de sauver le monde. Pour toi. Pour que d'autres enfants ne perdent pas leurs parents comme tu as perdu ton avenir. 3, 2, 1, tire. Sur les écrans, 23 faisceaux invisibles convergeant depuis l'espace. 14 faisceaux depuis la surface terrestre. Tous se rencontraient sur un point de 3 km² sur la coque de 3I Atlas. Pendant 90 secondes, rien de visible ne se produisit. Les faisceaux EMP sont invisibles à l'œil nu, pure énergie électromagnétique. Seuls les instruments pouvaient détecter l'immense décharge énergétique qui frappait maintenant le vaisseau Arche alien. « Maintien du tir !» cria le technicien. « 847 térawatts confirmés, concentration stable. » Sur un écran secondaire, des graphiques montraient les lectures énergétiques de 3I Atlas. Les panneaux d'absorption solaire brillaient d'une lumière intense alors qu'ils tentaient de traiter l'énergie entrante. 30 secondes. « C'est en train de fonctionner », dit Observateur 7, une note d'espoir dans sa voix télépathique. « Les systèmes électriques du vaisseau subissent une surcharge. Ses circuits de protection automatique s'activent. 60 secondes. » Des étincelles, visibles même depuis la Terre avec nos télescopes les plus puissants, commencèrent à jaillir de la surface de 3I Atlas. Comme un court-circuit cosmique,
Le vaisseau vieux de 7 milliards d'années luttait contre l'assaut électromagnétique. 90 secondes, fin du tir. Les faisceaux cessèrent. Un silence absolu tomba dans la salle de contrôle. « Analyse immédiate !» ordonna le général Hawkins. « Est-ce que ça a marché ?» Les techniciens tapaient frénétiquement sur leurs claviers. Des données affluaient des télescopes orbitaux, des satellites d'observation, des stations terrestres. Les panneaux d'absorption énergétique de 3i Atlas. La professeure Chen scrutait les graphiques. Ils ne brillent plus. Leurs circuits de régulation ont grillé, confirma Observateur 7. Le vaisseau ne peut plus absorber l'énergie solaire de manière contrôlée. Il dérive maintenant en mode d'urgence minimale. Alors, nous avons réussi. J'osais à peine espérer. Attendez, dit la professeure Chen, son visage pâlissant. Regardez ça. Sur l'écran principal, 3i Atlas commençait à changer. Des sections de sa coque s'ouvraient comme des pétales de fleurs. Des structures massives en émergeaient. « Qu'est-ce que c'est » demanda le général. « Oh non » murmura Observateur 7 mentalement. « C'est le protocole de défense en dernier recours. Nous avons endommagé ses systèmes principaux, mais avant de se mettre en hibernation, il active ses défenses ultimes. Défense contre quoi ? Contre toute forme de vie sur la planète qu'il a détectée. C'est un mécanisme de survie automatique. Si le vaisseau est endommagé avant de pouvoir compléter son réveil et sa terraformation, il élimine la menace potentielle de la planète détectée. Vous êtes en train de dire que notre attaque EMP a déclenché un protocole d'extermination? Oui. Dans environ 6 heures, ces structures que vous voyez, ce sont des lanceurs d'armes biologiques, commenceront à bombarder la Terre avec des spores pathogènes. En 3 semaines, elles auront éradiqué 98,7% de la vie complexe sur votre planète. Le choc dans la salle était palpable. Nous avions réussi à empêcher le réveil des entités en stase, mais nous avions déclenché quelque chose de pire. « Il doit y avoir un moyen d'arrêter ça !» cria le général. « Il y en a un, la mission seconde. Nous devons monter à bord de ce vaisseau maintenant, atteindre ses ordinateurs centraux et désactiver manuellement le protocole de défense. Mais nous avons seulement 6 heures avant le lancement des spores. 6 heures pour atteindre un vaisseau à 270 millions de kilomètres? Impossible. Pas avec vos technologies. Mais avec les miennes, oui. Mon vaisseau de secours, celui que mon espèce a envoyé pour me récupérer, est en orbite terrestre haute. Il peut nous emmener à 3i Atlas en 4 heures avec sa propulsion gravitationnelle. Alors qu'est-ce qu'on attend? J'étais déjà en train de courir vers la sortie. 3 heures plus tard, à bord du vaisseau observateur. Le vaisseau extraterrestre était déconcertant, organique. Les murs semblaient vivants, pulsants avec une lumière bioluminescente. Il n'y avait pas de siège au sens traditionnel, plutôt des cocons de gel qui s'adaptaient parfaitement à notre corps, nous maintenant immobiles pendant l'accélération impossible. Notre équipe de 12, 6 humains, 6 observateurs, l'espèce d'observateur 7, était entassée dans ce qui ressemblait à une salle de commande circulaire. Des hologrammes flottaient partout, affichant des données que je ne pouvais pas comprendre. « Arrivé à 3i Atlas dans 47 minutes », annonça le pilote observateur dans nos têtes. J'étais assise à côté du commandant Zhao, un astronaute chinois d'une quarantaine d'années qui avait passé 18 mois à bord de la station spatiale. « Vous avez peur ?» lui ai-je demandé. « Terrifié », admit-il avec un sourire crispé. « Mais ma fille a 5 ans. Si nous ne faisons pas ça, elle ne verra jamais son 6e anniversaire. Ça aide à relativiser la peur. » Docteur Montfort, observateur 7, apparut à côté de moi, sa démarche encore légèrement chancelante à cause de ses blessures. « Quand nous entrerons dans 3i Atlas, restez près de moi. Le vaisseau est un labyrinthe de 60 km. Sans guide, vous pourriez vous perdre pendant des jours. Vous avez un plan pour atteindre les ordinateurs centraux ? Oui. Mais il nécessite que nous traversions la zone des dormants, les sections contenant les capsules de stase. Si le protocole de défense a réveillé prématurément certaines entités pour défendre le vaisseau, nous pourrions rencontrer de la résistance. De la résistance ?
Vous voulez dire des aliens hostiles? Pas tous hostiles, mais effrayés, confus, potentiellement agressifs. Imaginez que vous vous réveilliez après des millénaires de sommeil dans un vaisseau en panne, attaqué par des forces inconnues. Comment réagiriez-vous? Pas très amicalement, admis-je. Approche visuelle de 3I Atlas, annonça le pilote. Je regardais l'écran holographique principal et mon souffle se coupa. 3I Atlas était majestueux, terrifiant, magnifique. Un cylindre titanesque couvert de cratères, de structures géométriques, de panneaux d'énergie maintenant éteints. Des lumières clignotaient irrégulièrement sur sa surface, les systèmes d'urgence, et ces lanceurs biologiques, ouverts comme des fleurs de métal, attendant de libérer leur cargaison mortelle. On dirait presque une ville, murmura l'ingénieur russe Dimitri. C'est une ville, ou plutôt un cimetière cosmique transportant les rêves de 23 civilisations mortes. Nous nous approchions rapidement. Le vaisseau observateur utilisa ses propulseurs pour s'amarrer à une baie de maintenance sur le flanc de 3I Atlas. Amarrage réussi, équipe d'assaut, préparez-vous. Nous enfilâmes nos combinaisons, des hybrides de technologie humaine et observateurs. Elles régulaient température, pression et contenaient 8 heures d'oxygène. J'avais aussi un kit médical adapté avec des instruments pour soigner à la fois des humains et, espérons-le, des formes de vie extraterrestres. Le sas s'ouvrit. Un couloir sombre s'étendait devant nous, illuminé seulement par nos lampes frontales et la bioluminescence faible de certaines surfaces du vaisseau. « Restez groupés !» ordonna Observateur 7. « La gravité à l'intérieur est artificielle. Environ 0,8 G terrestre. Attention aux changements soudains. » Nous progressâmes dans le couloir. Les murs étaient couverts de symboles que je ne reconnaissais pas. Peut-être des avertissements, peut-être de la poésie, peut-être les derniers testaments des civilisations qui avaient construit ce vaisseau. Après 15 minutes de marche, nous atteignîmes une grande porte circulaire. « C'est l'entrée de la zone des dormants », expliqua Observateur 7. « Au-delà se trouvent 4,7 millions de capsules. Nous devons traverser cette zone pour atteindre le cœur du vaisseau. » Il posa sa main effilée sur un panneau. La porte grinça, résista, puis s'ouvrit lentement. Ce que nous vîmes me coupa le souffle, une cathédrale de capsules. Des rangées infinies, s'étendant sur des kilomètres dans toutes les directions. Chaque capsule brillait faiblement, contenant une forme sombre, un être en stase. Certaines capsules étaient claires comme du cristal, d'autres étaient opaques. Certaines contenaient des formes humanoïdes, d'autres des choses que mon esprit ne pouvait pas vraiment comprendre. « Mon Dieu !» murmura le commandant Zhao. « Il y a vraiment des millions d'êtres ici. 4,7 millions exactement. Et chacun a une histoire, une famille qu'il a perdue, un monde qu'il a vu mourir, des rêves d'un nouveau départ. » Je m'approchais d'une capsule. À l'intérieur, une forme humanoïde, peau bleue, pâle, 4 bras, yeux fermés paisiblement. À côté de la capsule, une plaque avec des symboles et une image holographique, qui s'activa quand je m'approchais. L'hologramme montrait cette créature, vivante, souriante, entourée de ce qui semblait être sa famille. 3 enfants ressemblant à des versions miniatures d'elle. Un paysage alien derrière eux, 2 soleils dans un ciel violet. C'était quelqu'un, murmurai-je, les larmes aux yeux, une mère ou un père, avec une famille. Oui, et vous allez décider si elle se réveillera un jour. Équipe, continuez. Le général Hawkins, qui nous suivait depuis le vaisseau via communication, rappela à l'ordre. Vous avez moins de 2 heures avant le lancement des spores. Pas de temps pour l'émotion. Mais comment pouvais-je ne pas être ému? Chaque capsule que nous dépassions était une vie, une histoire, un espoir. Soudain, Observateur 7 s'arrêta net. Attention, j'ai détecté du mouvement devant. Nos armes, des dispositifs de paralysie non létaux fournis par les observateurs, se levèrent. De derrière une rangée de capsules, une forme émergea. C'était humanoïde, mais de 3 mètres de haut, peau rocheuse et grise, 4 bras massifs terminés par des griffes. Ses yeux, 3 yeux rouges disposés en triangle sur son visage, nous fixaient. La créature ouvrit la bouche et émit un son
un rugissement guttural qui fit vibrer l'air. C'est un Crovacar, une espèce guerrière classée comme hautement dangereuse. Il a été réveillé prématurément par le protocole de défense, et il croit que nous sommes des envahisseurs. Qu'est-ce qu'on fait? On négocie. Laissez-moi essayer. Observateur 7 avança, ses mains levées en signe de paix. Il émit une série de clics et de sifflements, apparemment une langue universelle. Le Crovacar répondit. Un échange de sons incompréhensible pour moi suivit. Puis, le Crovacar se calma légèrement. Il pointa vers nous, puis vers le fond du couloir, puis fit un geste de tranchage avec sa griffe. Il dit que nous ne sommes pas les seuls. D'autres ont été réveillés, et certains sont en train de paniquer. Ils détruisent les capsules, tuant ceux encore en stase. Le chaos règne dans certaines sections. On doit les arrêter. Non, nous devons atteindre les ordinateurs centraux. C'est notre priorité. Si nous désactivons le protocole de défense, le vaisseau peut remettre toutes les entités réveillées en stase automatiquement. Le Crovacar nous laissa passer, retournant garder une section de capsules, apparemment les siennes, celles de son espèce. Nous courûmes maintenant, traversant la zone des dormants aussi vite que possible. Derrière nous, j'entendais des sons, des cris, des rugissements, des crashs, des réveils prématurés, le chaos. Enfin, après 40 minutes d'une course épuisante, nous atteignîmes une porte massive ornée de symboles complexes. Le cœur. Les ordinateurs centraux sont là. Observateur 7 commença à travailler sur le panneau d'accès. Mais la porte résista. Problème? Le protocole de défense a verrouillé tous les accès critiques. Je dois contourner les sécurités. Ça va prendre 20 minutes. Nous n'avons pas 20 minutes, cria Dimitri. Le lancement des spores commence dans 38 minutes. Alors j'irai plus vite. Pendant qu'Observateur 7 travaillait, nous montions la garde. Des sons se rapprochaient. Des entités réveillées erraient dans les couloirs, cherchant des réponses, des ennemis, ou simplement paniquant. Une forme apparut, ressemblant à une araignée géante, mais avec des yeux intelligents et pleurant. Elle émettait des sons pitoyables. Elle demande où est sa famille. Elle était en stase avec ses enfants. Mais leurs capsules sont vides, détruites pendant le chaos. Mon cœur se brisa. Je m'approchai lentement, mes mains levées. « Je suis désolé », murmurai-je, sachant qu'elle ne comprenait pas mes mots, mais espérant qu'elle sentirait mon empathie. L'araignée alien me regarda, puis toucha doucement ma main avec une de ses pattes. Un moment de connexion interespèce au milieu de l'apocalypse. Puis elle s'éloigna dans l'obscurité, cherchant peut-être à comprendre cette nouvelle réalité cruelle. Porte ouverte? Observateur 7 avait réussi. Nous entrâmes dans le cœur. C'était une salle sphérique, les murs couverts de ce qui ressemblait à des circuits organiques. Au centre, flottant dans ce qui semblait être un champ de force, un cristal géant pulsant de lumière, l'ordinateur central, pas électronique, cristallin, stockant des informations dans des structures quantiques. Comment le reprogrammer? Je dois établir une connexion télépathique directe et naviguer dans 7 milliards d'années de code corrompu pour trouver le protocole de défense et le désactiver. Combien de temps? Je ne sais pas. Peut-être 10 minutes. Peut-être jamais. Le code est ancien, étranger même pour moi. 28 minutes avant le lancement des spores, annonça le commandant Zhao. Observateur 7 s'approcha du cristal. Il posa ses mains sur sa surface. Ses yeux se fermèrent et il entra dans l'esprit du vaisseau. Abonnez-vous pour découvrir si nous réussissons à sauver la Terre. Demain, la conclusion épique. Commentez, mourriez-vous pour sauver 4,7 millions d'étrangers? 18 minutes avant le lancement des spores. Observateur 7 était immobile comme une statue, ses mains plaquées contre le cristal pulsant. De temps en temps, son corps tremblait, comme s'il subissait des chocs électriques. Mais il restait connecté. Docteur Montfort, sa voix résonna faiblement dans mon esprit. Je suis à l'intérieur du système. Mais c'est comme nager dans un océan de folie. Le code a muté pendant 7 milliards d'années. Des erreurs accumulées, des virus informatiques d'origine inconnue, des protocoles contradictoires. Pouvez-vous trouver le protocole de défense? Je le cherche. Mais chaque seconde ici équivaut à des heures de temps subjectif pour moi.
Je vieillis, docteur Montfort. Mon esprit brûle. Déconnectez-vous, nous trouverons une autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Continuez de surveiller les accès. Ne me dérangez pas, quoi qu'il arrive. Le commandant Zhao surveillait la porte, son arme paralysante prête. Dimitri travaillait sur un terminal secondaire, essayant de comprendre la structure du vaisseau. Les autres membres de l'équipe, humains et observateurs, formaient un périmètre défensif. 15 minutes, annonça quelqu'un d'une voix tendue. Des bruits à l'extérieur, des pas lourds. Plusieurs entités s'approchaient. Un observateur de notre équipe, que j'avais entendu appeler Veilleur 12, utilisa ses capacités télépathiques pour sonder les nouveaux arrivants. Ce sont des Archiens, une espèce pacifique. Ils ont peur. Ils veulent comprendre ce qui se passe. « Laissez-les entrer », ordonna le commandant Zhao. « Plus on a d'alliés, mieux c'est. » 5 créatures entrèrent, ressemblant à des amphibiens bipèdes avec une peau translucide qui révélait leurs organes internes bioluminescents. Leurs yeux énormes nous fixaient avec curiosité et terreur. Veilleur 12 communiqua télépathiquement avec eux. Ils disent qu'ils sont réveillés depuis 30 minutes. Ils ont vu le chaos. D'autres espèces se battent, détruisant les capsules. Ils veulent aider à arrêter la violence. Dites-leur qu'on essaie de sauver tout le monde, dis-je, mais on a besoin de temps. Les Archiennes s'installèrent près de nous, formant une sorte de cercle protecteur autour d'Observateur 7. 12 minutes. Le corps d'Observateur 7 commença à saigner. Du sang bleu électrique coulait de ses narines, de ses oreilles. Il brûlait littéralement son système nerveux. « Il ne tiendra pas !» cria Dimitri. « Son corps est en train de mourir. »« Il doit tenir !» dit fermement Veilleur 12. « S'il se déconnecte maintenant, nous perdons notre seule chance. » Soudain, une explosion retentit quelque part dans le vaisseau. Le sol trembla. Qu'est-ce que c'était ? Les lanceurs de sport. L'un d'eux vient de faire un test de tir. Le lancement complet est imminent. 9 minutes. Je ne pouvais plus rester passive. Je m'approchai d'Observateur 7 et posai ma main sur son épaule. Observateur 7, je sais que vous m'entendez quelque part dans ce système. Pensez à votre fille, à la petite fille de 8 ans qui attend dans une de ces capsules depuis 4000 ans. Elle mérite de se réveiller. Tous ces enfants méritent de se réveiller. Docteur Montfort, je l'ai trouvé, le protocole de défense, mais il est protégé. Pour le désactiver, je dois sacrifier quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Le protocole exige une signature biologique d'un être vivant pour confirmer la désactivation. Une vie en échange de millions. C'était conçu pour empêcher les pirates informatiques de désactiver les défenses du vaisseau. Seul un être prêt à mourir pour sauver les passagers peut désactiver le protocole. Mon sang se glaça. Non, il doit y avoir un autre moyen. Il n'y en a pas. Quelqu'un doit se connecter au cristal et autoriser la désactivation avec son essence vitale. Cette personne mourra instantanément, son énergie biologique consumée pour alimenter la commande. 7 minutes. Le commandant Zhao se tourna vers moi. « Docteur Montfort, si ce qu'il dit est vrai, nous devons décider qui se sacrifie. Personne ne se sacrifie. Il y a forcément... » Docteur Montfort. La voix d'Observateur 7 était faible, épuisée. « Je vais le faire, c'est mon rôle. Je suis un observateur. Notre fonction est de protéger les espèces émergentes. Et ma fille, elle comprendra. Un jour, quand elle se réveillera et apprendra que son père a sauvé une planète entière, elle sera fière. Non, les larmes coulaient sur mon visage. Vous ne pouvez pas. Votre fille a besoin de vous. Elle a besoin d'un univers où elle peut vivre. C'est plus important que moi. Attendez. Dimitri s'approcha rapidement. Et si on utilisait quelqu'un déjà mourant, quelqu'un qui n'a plus que quelques heures à vivre? Tous les regards se tournèrent vers lui. De quoi tu parles? Les entités réveillées prématurément. Sans leur capsule de stase fonctionnelle, plusieurs sont en train de mourir. Leur biologie ne peut pas survivre sans le support cryogénique. On pourrait demander à l'un d'eux de se porter volontaire. C'est techniquement possible. Mais trouver quelqu'un prêt à accepter ça dans les 6 minutes qu'il nous reste. Je me retournai vers les 5 Archiens qui nous accompagnaient. Veilleur 12, demandez-leur.
Expliquez-leur la situation. Veilleur 12 communiqua télépathiquement avec les amphibiens aliens. Un échange silencieux mais intense suivit. Puis l'un des Archiens, le plus âgé, à en juger par les cicatrices sur sa peau translucide, s'avança. Veilleur 12 traduisit. Il s'appelle Corette. Il dit qu'il est déjà mourant. Sa capsule a été endommagée pendant le réveil. Il a peut-être 3 heures avant que ses organes ne cessent de fonctionner. Il dit qu'il a perdu sa famille il y a des éons quand sa planète a été détruite. Il n'a plus personne. Mais si sa mort peut sauver ces millions de familles, alors sa vie aura eu un sens. Je m'approchai de Corette et pris sa main translucide dans la mienne. « Merci », murmurai-je, les larmes brouillant ma vision. « Votre sacrifice ne sera jamais oublié. » Corette émit un son, peut-être un rire, peut-être un sanglot, puis il s'approcha du cristal. 4 minutes. Observateur 7 se déconnecta du cristal, son corps s'effondrant. Je me précipitai pour le soutenir. Il était brûlant de fièvre, son nez saignant abondamment. J'ai préparé le chemin. Corette doit simplement toucher le cristal et penser désactivation dans sa langue. Le système reconnaîtra son intention et son sacrifice. Corette posa ses mains sur le cristal. Il regarda chacun de nous, un dernier moment de connexion avec des êtres vivants. Puis, il ferma ses yeux énormes. Le cristal commença à briller intensément. La lumière devint aveuglante. Corette cria, un son de douleur pure et de courage immense. Son corps se désintégra littéralement. Particule par particule, il se transforma en pure énergie qui fut absorbée par le cristal. En 10 secondes, Corette n'existait plus. Il ne restait qu'une légère odeur d'ozone et un silence de mort. Le cristal pulsa une dernière fois. Puis sa lumière se stabilisa, devenant d'un bleu doux et régulier. Protocole de défense désactivé, annonça une voix mécanique dans toutes les langues, simultanément, y compris en anglais et en français. Lancement des spores annulé. Remise en stase de toutes les entités réveillées prématurément initiées. « On a réussi !» cria le commandant Zhao, mais je ne pouvais pas célébrer. Je fixai l'endroit où Corette se tenait quelques secondes auparavant. Un être dont je ne connaissais pas l'histoire, dont je ne connaîtrais jamais les rêves, venait de donner sa vie pour sauver des milliards d'êtres, humains et aliens. Autour de nous, le vaisseau commença à vibrer doucement. Le système de stase se réactive. Les entités réveillées retournent dans leur capsule. Le vaisseau entre en hibernation profonde. « Et maintenant ?» demanda Dimitri. « Qu'arrive-t-il à 3i Atlas ? Sans charge énergétique complète, il quittera votre système solaire et reprendra son errance cosmique. Dans son état de mémoire altéré, il oubliera votre planète. Les 4,7 millions d'entités à bord resteront en stase indéfiniment à moins que, observateur 7, toujours dans mes bras, leva faiblement la main vers moi, à moins que votre espèce ne décide de les aider. Vous avez maintenant accès aux ordinateurs centraux. Vous pourriez reprogrammer le vaisseau pour le diriger vers une lune inhabitable, Europe, Titan, et initier une terraformation là-bas. Créer un refuge pour ces réfugiés cosmiques. C'est possible. Techniquement, oui, mais cela nécessiterait des décennies de travail, une collaboration entre votre espèce et la mienne, un projet interstellaire pour donner une seconde chance à des civilisations mortes. Je regardais le commandant Zhao. Il hocha la tête lentement. Je ferai mon rapport. Si c'est entre nos mains maintenant, nous devons au moins essayer. 3 mois plus tard, Genève, Suisse. L'histoire de 3i Atlas avait finalement été révélée au monde. Après des semaines de débats, les gouvernements avaient décidé que la vérité devait être connue. L'humanité avait le droit de savoir qu'elle n'était pas seule, que nous avions frôlé l'extinction, et que nous avions choisi d'aider des étrangers cosmiques plutôt que de les abandonner. Le projet Sanctuary avait été lancé, une initiative conjointe de toutes les nations pour reprogrammer 3i Atlas et le diriger vers Europe, la lune de Jupiter. Là, sous des kilomètres de glace, un océan liquide attendait. Un océan qui pourrait être terraformé pour accueillir les millions de réfugiés. Cela prendrait 20 ans, peut-être 50.
Mais pour la première fois dans l'histoire humaine, nous travaillions tous ensemble vers un objectif commun qui nous dépassait. J'étais assise dans un café près du lac Léman, regardant le ciel. Quelque part là-haut, invisible à l'œil nu, 3I Atlas dérivait lentement hors de notre système solaire, attendant le jour où l'humanité serait prête à lui donner une nouvelle destination. Observateur 7 était assis en face de moi. Ses blessures avaient guéri. Il resterait sur Terre pendant les prochaines années, servant de liaison entre son espèce et la nôtre. « Vous pensez à Corette ?» demanda-t-il à voix haute. Il avait appris à parler français. Tous les jours, je ne l'ai connu que quelques minutes, mais il a changé ma vie. Le sacrifice est le plus grand acte d'amour cosmique, dit Observateur 7 doucement. Corette a prouvé que même face à la mort, même sans famille, un être peut choisir de donner un sens à sa fin. Et votre fille? Elle dort toujours. Mais dans 20 ans, quand 3I Atlas atteindra Europe et que la terraformation commencera, elle se réveillera. Dans un nouveau monde. Et j'attendrai ce jour. Mon téléphone vibra. Un message de ma sœur Catherine. « Claire, les infos disent que tu es une héroïne mondiale. Je suis tellement fier de toi. Emma serait fière aussi. » Les larmes me piquèrent les yeux. Emma. Ma petite fille, qui ne verrait jamais ce nouveau monde que nous construisions. Mais d'une certaine façon, elle en faisait partie. Son souvenir m'avait donné la force de continuer quand tout semblait perdu. « Docteur Montfort, dit Observateur 7, votre espèce vient de franchir un seuil. Vous êtes passé de niveau 2 à niveau 3 dans notre échelle civilisationnelle. Vous avez prouvé que vous pouviez choisir la compassion plutôt que la peur, la coopération plutôt que la division. Pensez-vous que ça durera, honnêtement? Probablement pas. Votre espèce retombera dans ses vieilles habitudes. Mais certains se souviendront, et ils enseigneront à la génération suivante. Et peut-être dans 100 ans ou 1000 ans, l'humanité sera prête à rejoindre la communauté galactique. Il y a une communauté galactique? Il sourit, une expression qu'il avait apprise des humains. Vous n'êtes pas prêt à le savoir, pas encore. Je ris pour la première fois depuis des mois. Des secrets dans des secrets. L'univers est infini, docteur Montfort. Les mystères aussi. Nous restâmes assis en silence, regardant le lac scintiller sous le soleil d'hiver. Quelque part dans l'espace, 4,7 millions d'êtres dormaient, inconscients qu'ils devaient leur avenir à un alien blessé, une chirurgienne brisée, et un vieil amphibien qui avait choisi le sens plutôt que le néant. L'histoire de 3I Atlas n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer, et j'avais hâte de voir ce que l'avenir nous réservait. Épilogue 20 ans plus tard. Lune Europe, système jovien. Le premier réveil commença à l'aube d'Europe, si on pouvait parler d'aube, sur une lune sans atmosphère visible. Les panneaux solaires massifs installés par l'humanité captèrent la faible lumière de Jupiter réfléchie, alimentant les systèmes de 3I Atlas, maintenant amarrés en permanence sous la glace d'Europe, dans la capsule numéro 4782. Le 2041, une petite fille de 8 ans, ou du moins ce qui ressemblait à une petite fille pour son espèce, ouvrit les yeux pour la première fois en 4000 ans. Elle vit des visages penchés sur elle. Son père, Observateur 7, maintenant âgé mais souriant. Et à côté de lui, une femme humaine aux cheveux grisonnants avec des yeux gentils. « Bonjour », dit la femme en utilisant un traducteur universel. « Bienvenue dans ton nouveau monde. Je m'appelle Docteur Claire Montfort. Et nous avons beaucoup à te raconter. » La petite fille alien regarda autour d'elle, confuse, effrayée, puis elle vit son père et se jeta dans ses bras. Et quelque part dans le cosmos infini, une comète solitaire continua sa route éternelle, portant toujours des millions de rêves endormis, attendant leur tour de renaître. Fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de la partager. L'histoire de 3I Atlas nous rappelle que même face à l'impossible, l'humanité peut choisir l'espoir. Commentez. Croyez-vous que nous sommes prêts pour le contact avec d'autres civilisations? Merci d'avoir suivi ce voyage extraordinaire. De nouvelles histoires chaque jour sur cette chaîne.